Le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme de plus en plus connue du grand public, qui en deviendrait presque la forme glamour de l'autisme. Mais cela nous permet-il de réellement savoir ce qu'est l'autisme Asperger ? À supposer bien sûr que nous sachions ce qu'est l'autisme. N'ayant pas de réponse exacte à cette question, je vais néanmoins tenter d'y apporter quelques éléments de réponse en filmant ma vie au quotidien dans ce petit documentaire. Avant toute chose, sachez que j'avais d'abord prévu de réaliser ce documentaire en prenant un autre autiste Asperger pour sujet, mais n'en connaissant pas dans mes relations directes, je me suis finalement résolu à me filmer moi-même. Est-ce que se filmer soi-même permet de garder un regard documentariste sur le sujet ? Je répondrai simplement que c'était la seule solution qui m'était disponible. Maintenant que vous savez pourquoi j'ai choisi d'être le propre sujet de mon documentaire, nous allons commencer celui-ci par ce qui ressemble à un début de journée actif. Précisons d'emblée que je me lève en moyenne vers 8h30, ce qui fait commencer ma dite journée active aux environs de 10h. Une fois les rituels de la toilette et du déjeuner accomplis, j'ai pour habitude de vite retourner dans ma chambre, non pas pour prolonger mon temps de sommeil qui est sans doute déjà trop long, mais plutôt pour mettre sous tension mon iMac 27 pouces. Celui-ci est un Core i7 mi-2010 avec 16 Go de RAM, carte graphique Radeon HD 5750, le tout avec 250 Go en SSD et 2 Tera en plateau. J'utilise aussi Premiere et After Effects CC grâce à mon abonnement Creative Cloud. C'était la meilleure config iMac qu'on pouvait s'offrir à l'époque, et ça suffit encore aujourd'hui, 18 avril 2016, à prendre en charge les fichiers Ultra HD de ce documentaire, tourné qui plus est avec une Blackmagic Ursa. Avant de découvrir ce que j'accepte de révéler sur mon quotidien d'autiste Asperger, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil rapide sur l'intérieur de ma chambre ? J'ai découvert combien cet endroit peut révéler une personnalité en logeant un soir chez un ami en couple sur Bruxelles. Pour en revenir à l'usage que j'ai de cet ordinateur, je dirais qu'en plus des utilisations classiques comme surfer sur internet, il me sert essentiellement à réaliser des capsules vidéo et à me former sur tout ce qui est en lien avec le multimédia. Cependant, j'admets gaspiller un temps précieux de mon existence à scruter des timelines Facebook. Ce qui m'étonne toujours avec Facebook, c'est cette aisance avec laquelle les gens partagent tout ce qui révèle leur personnalité. Si beaucoup se contentent de publier des photos de soirée et des opinions à l'emporte-pièce, certains, bien que minoritaires, préfèrent heureusement partager des contenus plus substantiels. L'incroyable invention de Mark Zuckerberg a-t-elle enrichi ou réduit ma vie sociale ? Je dirais simplement qu'elle l'a reproduit telle qu'elle, puisque là encore il me reste difficile d'entrer en contact avec les autres. Curieusement, je me focalise davantage sur les profils dont l'accès m'est restreint. Prenons par exemple celui de cette demoiselle, voulez-vous ? Tout a commencé le 13 septembre 2011 sur un site de rencontre, quand je suis tombé sur le profil de sa sœur cadette. Autant dire que les échanges ont tourné court, puisqu'elle m'a mis en liste noire après le premier message. Si cette mise à l'écart aussi rapide que définitive me vexa fortement, elle ne fit néanmoins que renforcer mon attrait envers la demoiselle. J'ai donc tapé son pseudo sur Google, ce qui m'a très vite amené sur son blog. Comme je m'y attendais, il s'agissait d'un blog photo sur lequel elle publiait des photos d'elle et de ses travaux d'étudiante en stylisme, mais également des photos culinaires issues du blog cuisine qu'elle co-gérait avec ses deux sœurs. C'est grâce à cet autre blog cuisine que j'ai pu obtenir les profils Facebook et Instagram des trois demoiselles. Au final, mon dévolu se porta vers sa deuxième sœur aînée, laquelle est auteure et illustratrice de livres pour enfants. Seulement voilà, ça fait déjà 2 ans qu'elle vit en couple à Melbourne. You are funny. Oh, yes.
Oh! What have you got? I have something I want to ask. Will you marry me? Yes, I accept. Oh! That's it. Wahey! Woo! Robbie, you are. Ce qui pour moi caractérise au mieux le syndrome d'Asperger, c'est à coup sûr la difficulté à entrer en contact avec les autres. Il faut savoir que pour nous, la vie sociale, c'est pas vraiment quelque chose de naturel. C'est-à-dire que par exemple, si on rencontre quelqu'un qu'on connaît dans la rue, eh bien contrairement à la plupart des gens qui vont simplement se contenter d'aller ou de ne pas aller vers cette personne, et si elles font le choix d'aller vers elle, la conversation va simplement se construire au feeling. Eh bien pour nous les Asperger c'est plus compliqué parce que on va toujours se demander qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire dans une conversation, vous voyez ? On va toujours se demander ça et donc forcément notre conversation aura l'air pas très naturelle pour notre interlocuteur. Tout ça, ça ne veut évidemment pas dire que nous refusons les interactions sociales, mais simplement que c'est plus compliqué pour nous et naturellement pour apprendre ce qui est naturel pour les autres, eh bien, il n'y a pas vraiment d'école pour faire ça. Dans l'imaginaire collectif, le syndrome d'Asperger renvoie souvent à l'image d'un surdoué volontairement reclus. Laissez-moi vous dire que la réalité est infiniment plus complexe. À titre d'exemple, j'ai arrêté mes études en 3e professionnelle à l'âge de 17 ans, et ce malgré le soutien inconditionnel de ma famille et de nombreux centres de soutien scolaire. Contrairement à certains, j'ai eu la chance de ne jamais manquer d'aide à la prise en charge. Ce qui en revanche fait défaut, c'est la compréhension de ce que je pouvais vivre. Faut savoir qu'en Belgique, le syndrome d'Asperger n'est officiellement pas reconnu et donc n'est officiellement jamais diagnostiqué. Si le fait que j'éprouve des difficultés à trouver ma place parmi les autres résonne comme une évidence depuis toujours, il m'aura fallu attendre l'âge de 24 ans pour être officiellement diagnostiqué Asperger. Ce qui est évidemment bien trop tard pour permettre une prise en charge efficace. La plupart des gens avec qui j'évoque mes difficultés liées au syndrome d'Asperger pensent d'ailleurs que je me fais des idées, puisque je ne corresponds pas à cette image du surdoué volontairement reclus. Je réalise désormais combien la plupart des gens sont ouverts envers la différence, mais totalement incapables de la prendre en compte. Heureusement que certaines personnes savent privilégier l'écoute au dialogue, car c'est grâce à elles que j'ai le plus avancé. Jusqu'ici, ce documentaire est tourné exclusivement à la manière docu-fiction, puisque tout ce qui s'y raconte est vrai, mais toujours mis en scène. On va maintenant présenter la partie plus naturelle de ce documentaire, qui est l'interview de ma mère. Alors sans plus de discours, je vous laisse immédiatement découvrir son point de vue, qui est à la fois celui d'une maman, mais également d'une institutrice. Bon, ben voilà, là en fait on va commencer la partie plus documentaire de mon film. Et donc j'aimerais que tu expliques en gros comment tu t'es rendu compte que j'étais différent. Oui, comment je me suis rendu compte que tu fonctionnais autrement que Marie, que tu étais vraiment très très différent de ta grande sœur. Je pense que la première chose qui m'a alertée, c'était que je ne voyais chez toi aucune envie d'autonomie, aucun besoin d'être indépendant, tu vois. Chez Marie, j'avais vu au cours de son évolution une envie de parler, de manger toute seule, de ne pas donner la main quand on marchait, tout ça. Chez toi, non. Rien de tout ça, tu te plaisais bien dans la grande dépendance. D'accord ? Après, c'est quand tu es arrivé à l'école que les avis se sont recoupés. Par exemple, quand les institutrices ont vu que tu fonctionnais tout à fait autrement que les autres enfants. Par exemple, tu n'avais pas besoin du tout du groupe
de classe, tu n'avais pas besoin d'avoir des copains, et même tu étais assez perturbé par la présence des autres. Quand tu as commencé à l'école, tu avais 2 ans et demi, il a fallu plus que 3 mois pour que tu acceptes de t'intéresser un petit peu à ce qui se faisait autour de toi. Parce que jusque-là, les 3 premiers mois, tu pleurais tout le temps, et la présence de tes petits camarades de classe te dérangeait, beaucoup te faisaient pleurer même. Tu n'attendais qu'une chose tout au long de la journée, c'était que je vienne te chercher pour que s'arrête ce calvaire. Plus tard, il y a eu l'école primaire, donc les apprentissages tels que l'apprentissage de la numération, par exemple, la construction des nombres, l'apprentissage de la lecture. Tout ça a été difficile pour toi. Rien ne te semblait facile, quoi. Et c'était difficile aussi pour toi d'être dans le groupe de classe parce que tu brillais pas en classe, mais tu brillais pas sur la cour de récré non plus. Parce que tu ne savais pas courir vite, tu rattrapais pas un ballon. Quand vous jouiez à un jeu dont on avait donné 2-3 règles, tu les comprenais pas. Donc on avait l'impression pour les autres que tu étais nul en tout, quoi. Donc ton intégration, elle était difficile. Tu vois. Et puis après les apprentissages, à la fois avec mon aide professionnelle aussi, si on veut, puisque outre le statut de maman, j'avais celui d'instit. Les apprentissages, tu les as fait avec retard, mais tu les as fait tous. Tu as su lire, tu as su compter, tu as su rédiger, t'exprimer très bien même. Tu avais un fameux bagage de vocabulaire et tu t'exprimais très bien. Donc tout ça, c'est venu. Maintenant, les comportements qui, chez toi, encore aujourd'hui, me renvoient à ta différence, à ton autisme, ils sont quand même relativement nombreux. Le premier, le plus évident, c'était le fait que quand tu montrais de l'intérêt pour quelque chose, cette chose-là devenait exclusivement ta référence. Tu ne parlais plus que de ça. Je pense, par exemple, la première chose, c'était Batman. Il y avait les dessins animés à la télé. Tu t'étais pris d'une passion pour Batman qui fait que tu ramenais toujours tout à l'univers de Batman, en mangeant, pour aller te coucher, les activités, pour le bain, pour... Tout était en rapport avec Batman. Après Batman, ça a été les dinosaures, tu étais devenu très savant. La suite de cet entretien avec ma mère révèle encore de nombreux éléments que j'aimerais inclure dans ce documentaire, mais il est désormais temps de conclure pour rester dans les limites du temps imparti. Bon, et bien voilà, ceci était mon documentaire sur l'autisme Asperger. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous permettra de mieux comprendre ce que peut être l'autisme. Il y a des tas d'autres facettes de ma personnalité que j'aurais aimé aborder dans ce documentaire, comme par exemple ma difficulté à me trouver dans certains lieux publics, mon addiction à l'e-learning, mon approche sociale différente, mon addiction aux jeux vidéo. Bref, il y a énormément de choses que j'aurais aimé aborder en plus, mais que je n'ai pas pu faire à cause du temps qui m'était imparti. J'aimerais aussi remercier ma maman qui m'a aidé à faire toutes les prises de son à la perche de ce documentaire. J'aimerais aussi remercier mon amie Fanny, qui devait faire une intervention dans ce documentaire, mais qui a dû être coupée à cause toujours du temps qui m'était imparti. Ceci étant la dernière scène de ce documentaire avant le générique, je n'ai plus qu'à sortir du cadre d'un air naturel et à conclure par la phrase de Julie Marguerite « L'autisme n'est pas ce que vous croyez ». Je sais, j'ai encore des progrès à faire au niveau sonore.